juridique, c'est le fait de concevoir une étiquette pour le produit. Donc, qu'est-ce qu'on trouve sur l'étiquette? On trouve un certain nombre d'informations, on trouve des mentions, on trouve des indications relatives, bien sûr, au mode d'emploi. On trouve des informations relatives aux dates de production et d'expiration. On trouve aussi l'origine du produit. Il est fabriqué par quelle entreprise et dans quel pays. Ça aussi, on le trouve sur l'étiquette. Généralement, l'étiquette est collée directement sur l'emballage ou bien elle est à part, sous forme de documents, écriteaux ou balles, c'est-à-dire qui entourent le produit, et sur laquelle, bien sûr, on a la composition du produit, on a la matière première utilisée, on a le lieu de fabrication, on a même le mode d'utilisation, comment utiliser le produit. On a la date de production, la date d'expiration, l'origine du produit. Qu'est-ce qu'on trouve aussi sur l'étiquette? C'est généralement des informations. Pardon? Oui? Ici? Les ingrédients. C'est différent de la marque. L'étiquette, c'est pas la marque. L'étiquette, c'est la partie réservée aux informations sur le produit. C'est une partie, un espace au niveau de l'emballage, ou bien qui n'est pas direct sur l'emballage, et cette partie est réservée à un certain nombre d'informations. Les composantes du produit, la date de production, la date d'expiration, l'origine, le mode d'utilisation. S'il y a quelque chose de spécial concernant le produit, ça aussi on peut la trouver. Il y a aussi un numéro vert, un numéro qu'on peut appeler au cas où il y a des problèmes au niveau du produit. Donc tout ça, on le trouve au niveau de l'étiquette qui est une composante de la production du produit. J'ai dit, ça peut être collé directement sur l'emballage, comme le cas par exemple du lait. Au niveau du lait, si on examine l'emballage, on va trouver que sur l'emballage, il y a une partie réservée aux informations sur le produit, les composantes, donc ça contient du lait, ça contient la vitamine A, la vitamine D, la date de production, la date d'expiration, etc. Soit on le trouve à part. C'est le cas par exemple des pots de miel, ou bien les bouteilles d'huile d'olive, ou bien de l'huile d'argan. Normalement, il y a un ruban sur lequel est attaché un petit document qui montre bien sûr les bienfaits de l'huile d'olive ou bien du miel, comment il est utilisé, quelle est l'origine de production, la production elle est faite comment, surtout pour l'huile d'olive. Est-ce que c'est à sec ou à froid ou sous une température bien déterminée? Tout ça est indiqué au niveau du petit document qui est attaché à la bouteille avec un ruban. Donc ça, on appelle ça l'étiquette. Bien sûr, l'étiquette est plus ou moins importante. Ça veut dire qu'elle est déterminante pour les produits alimentaires. On ne peut pas concevoir un produit alimentaire sans étiquette, sans connaître la date de production et la date d'expiration, parce que ça peut nuire à la santé du consommateur. Donc c'est vital. L'étiquette est vitale pour les produits alimentaires. Pour les autres produits, c'est variable. Par exemple, si on ne mentionne pas les composantes de certains produits, c'est pas tellement important, ça ne va pas entraîner des problèmes de santé aux consommateurs. Mais lorsque ça peut nuire à la santé du consommateur, ça devient très très important. Donc l'étiquette, c'est une composante
de la politique de produit. Bien qu'il y a des auteurs qui ne mettent pas l'accent sur l'étiquette, ils la considèrent même pas comme un élément constitutif de la politique produit. Revenons au conditionnement. On a dit que le conditionnement, c'est toutes les activités de fabrication de l'emballage. On distingue 3 niveaux de conditionnement. Je ne sais pas, est-ce qu'on a soulevé ça la dernière fois. Le conditionnement primaire, le conditionnement secondaire et le conditionnement tertiaire. Donc le conditionnement primaire, c'est un conditionnement qui est en contact direct avec le produit et qui permet de protéger ce dernier. Le protège. Si on prend par exemple une bouteille d'eau, la bouteille en plastique, c'est le conditionnement primaire parce que la bouteille est en contact direct avec l'eau. Donc ça permet de protéger le produit, ça permet de faciliter l'utilisation du produit. Imaginez s'il n'y a pas de bouteille pour l'eau. Donc il faut chercher un verre pour avoir de l'eau. Donc comment on va faire? On va s'adresser à l'entreprise ou chez le distributeur. Il va vendre l'eau comment sans emballage. Donc c'est pas pratique. Ça facilite l'utilisation, ça permet de protéger le produit, ça permet de faciliter le transport aussi. Le conditionnement secondaire, c'est un autre emballage et toutes les activités qui concourent à cet emballage et qui est en relation ou bien en contact avec le conditionnement primaire. Lorsqu'on met par exemple 6 bouteilles, des bouteilles par exemple d'un litre et demi, on met 6 bouteilles au niveau d'un emballage en plastique. Ça c'est le conditionnement secondaire qui est en contact avec le conditionnement primaire. Donc lorsqu'on regroupe 6 bouteilles dans un emballage en plastique, ça c'est un conditionnement secondaire. Et il y a le conditionnement tertiaire lorsqu'on va mettre par exemple, je ne sais pas moi, 10 paquets de 6 bouteilles, 10 paquets, 10. Et chaque paquet contient 6 bouteilles lorsqu'on va le mettre dans un grand carton ou bien la même chose en plastique, un emballage en plastique pour faciliter le transport du lieu de production vers le lieu de distribution. Donc généralement dans l'emballage tertiaire, c'est pour faciliter le transport et pour faciliter la distribution. Et l'emballage primaire et secondaire, c'est pour protéger le produit. Ce n'est pas une règle générale parce que même l'emballage ou bien le conditionnement primaire peut être utilisé pour faciliter le transport. Lorsque j'utilise la bouteille d'un demi-litre, c'est aussi pour faciliter le transport. Ce n'est pas uniquement pour l'utilisation, bien pour fixer la quantité au consommateur, ou bien pour protéger le produit, c'est également pour pouvoir le transporter dans un lieu, du lieu de production vers le lieu de distribution. Donc le rôle du conditionnement, le conditionnement joue un rôle important. Il joue un double rôle. C'est tout d'abord le premier rôle. Quel est le rôle du conditionnement? Je viens d'expliquer ça. C'est la protection du produit, faciliter le transport, la fixation de la quantité, la facilité d'utilisation, faciliter le stockage du produit, faciliter le transport, donc faciliter l'utilisation, le stockage, le transport du produit, protéger le produit, maîtriser les quantités utilisées. Ça aussi c'est une fonction du conditionnement, la maîtrise de la quantité pour le consommateur, parce que sans conditionnement il ne peut pas maîtriser les quantités.
si par exemple le fromage ou le beurre sont vendus en vrac, en kilos, en 2 kilos, en demi-kilos, donc s'ils sont vendus en quantité sans conditionnement, ça peut rendre la consommation difficile parce que le consommateur ne va pas connaître exactement combien d'unités il va prendre et ça va se répercuter sur sa santé. Surtout qu'actuellement on parle de plusieurs problèmes d'obésité et les problèmes qui sont liés à l'obésité. Donc pour faciliter le consommateur, on essaie de mettre les produits en de petites quantités, comme ça, ce sera maîtrisable. Donc il ne va retenir que les quantités qu'il va consommer et donc va prendre sans connaître quelle quantité il va consommer. Il y a des gens actuellement qui doivent mesurer la quantité et qui doivent maîtriser le nombre de calories par jour, soit pour se guérir d'une certaine maladie ou pour des raisons de santé ou même pour des raisons de garder la silhouette ou autre chose. Donc il y a plusieurs raisons, mais l'essentiel c'est que le consommateur essaie de maîtriser sa consommation. Et on a bien sûr tendance à parler de la consommation et inciter les gens à consommer moins. Donc le fait de mettre le produit en de petites unités et de petites quantités, ça facilite au consommateur la maîtrise de sa consommation. À côté, ça c'est les fonctions matérielles. À côté des fonctions matérielles, le conditionnement joue un rôle très important. Lequel? Il n'y a pas que les fonctions matérielles, protéger, faciliter le transport, l'utilisation et tout ça. Il y a aussi la fonction marketing, la fonction commerciale. C'est attirer l'attention et donner envie d'acheter le produit. Lorsqu'on passe devant un magasin et on regarde un produit avec un emballage qui est attractif, il va nous attirer pour examiner le produit et parfois on achète. On ne se contente pas d'examiner le produit, on achète ce produit-là parce qu'on est attiré par son emballage, par son conditionnement. Donc ça permet d'attirer le produit. Le conditionnement plus l'étiquette, ça constitue un véritable vendeur. Parfois on parle d'un vendeur avec un emballage attractif, avec une étiquette bien conçue. Le produit n'a pas besoin de vendeur. Il se vend lui-même sur les centres de distribution. On n'a pas besoin de la force de vente ou bien des vendeurs. Le produit se vend lui-même parce que les couleurs utilisées, ça attire, parce que les informations qui sont écrites sur l'emballage, ça attire, et avec l'étiquette, il y a des informations claires et exactes, ce qui fait que ça attire le consommateur et ça pousse le consommateur à acheter le produit. Donc c'est un véritable vendeur du produit. Donc les fonctions techniques et les fonctions commerciales. Les fonctions commerciales, il n'y a pas que le fait d'attirer le produit ou bien d'attirer le regard. L'emballage ou bien le conditionnement permet d'augmenter la valeur d'usage et d'image du produit. Je donne dans ce cadre l'exemple des parfums. Les parfums. Ou bien les cartes guichet automatique des banques, les cartes bancaires. Vous remarquez qu'il y a certaines banques qui conçoivent des cartes avec des couleurs dorées. Là où il y a, c'est pour donner un prestige au produit. Donc ici, l'emballage, ça augmente la valeur d'image du produit. Il y a certaines couleurs valorisent le produit. Comme
par exemple la couleur dorée. La couleur dorée, on sait très bien que ça valorise le produit. Parfois la couleur argentée, ça aussi valorise le produit. Pourquoi? Parce qu'elles sont liées, ces couleurs sont liées à des métaux précieux, l'or et l'argent. Donc lorsqu'on conçoit un emballage de couleur dorée, ça permet de valoriser le produit, ça permet d'augmenter la valeur d'image du produit et même la valeur d'usage. Lorsqu'on conçoit un emballage par exemple solide, ça veut dire qu'on assure une protection maximale du produit. Donc ça augmente la valeur d'usage du produit. Et puis, le conditionnement permet de distinguer le produit de l'entreprise de celui de la concurrence. Ça veut dire qu'il joue un rôle de repérage. Ça permet de repérer le produit. Repérer le produit et le distinguer des produits de la concurrence. Donc l'entreprise, ce sera très facile pour l'entreprise d'identifier son produit et de le distinguer par rapport à la concurrence. Et à ce niveau-là, le consommateur a besoin de bien connaître les produits et donc l'entreprise trouve un intérêt ou bien elle a l'avantage que son produit soit identifié et distingué de celui de la concurrence. Ça lui permet bien sûr d'assurer une grande notoriété par rapport à la concurrence. Donc, en plus du conditionnement et de l'étiquette, il y a d'autres composantes telles que la qualité. Je ne sais pas, est-ce qu'on a parlé de la qualité ou non? On a traité la qualité, non? Donc, la qualité, c'est une composante aussi, c'est un élément constitutif de la politique produit. La qualité est perçue sous son double aspect. Il y a la qualité objective et la qualité subjective. Donc la qualité objective est mesurée par les normes telles que les normes ISO, les normes de certification. Donc les normes ISO qui permettent de certifier les produits ou bien les entreprises. C'est-à-dire les entreprises qui respectent les normes de qualité seront certifiées. C'est le degré de respect des normes, l'utilisation des matières premières de très bonne qualité, le respect d'un processus de production bien déterminé. Tout ça, ça entre dans le cadre de la qualité objective. Donc on obtient un produit, on va mesurer les composantes de ce produit-là. C'est comme si on reste toujours dans le cadre du lait, il y a bien sûr un contrôle. Au niveau du lait, le pourcentage de l'eau ne doit pas dépasser un certain pourcentage. Je ne sais pas exactement, mais ça ne doit pas dépasser un certain pourcentage. La même chose pour l'acidité. L'acidité, ça ne doit pas dépasser un certain pourcentage. Les entreprises qui respectent ces normes seront certifiées. Ça veut dire que leur produit est considéré comme étant de qualité. Et les entreprises qui ne respectent pas ces normes ne seront pas certifiées. Donc il y a le respect du pourcentage de l'eau, le respect du pourcentage de l'acidité, certains minéraux, l'existence de certains minéraux. Il y a aussi l'inexistence des bactéries. Donc il faut la propreté du produit. Donc on vérifie tout ça pour certifier est-ce que ce lait est conforme aux normes ou non. Donc s'il est conforme, il obtient la certification ISO. S'il n'est pas conforme, il n'obtient pas la certification.
chaque individu. La qualité subjective, c'est la conformité aux attentes, aux préférences et aux désirs du consommateur. Si le produit est conforme aux attentes, aux désirs et aux préférences du consommateur, donc il y a le respect de la qualité subjective. Si le produit ne correspond pas aux attentes, aux préférences et aux désirs du consommateur, ça veut dire que la qualité n'est pas subjective, n'est pas respectée. Donc la qualité totale du produit, c'est la qualité objective plus la qualité subjective. Un produit dont la qualité subjective est faible, même si sa qualité objective est élevée, ne peut pas être qualifié d'un produit de bonne qualité et vice-versa. C'est-à-dire même si on assure la qualité subjective, alors qu'au niveau de la qualité objective, elle est faible, ça veut dire que le produit n'est pas de bonne qualité. Et la conformité aux attentes, aux désirs et aux préférences du consommateur, au niveau de cette conformité, on inclut le prix. On inclut le prix. Je veux acheter un bien qui est de très bonne qualité sur le plan de qualité objective. Ça veut dire si c'est fabriqué avec du cuir, donc c'est le cuir, le meilleur cuir qui existe. La couture aussi, elle est bien fabriquée, elle est bien conçue. Mais si son prix est très élevé, ou bien si ça ne correspond pas à mes goûts, ça veut dire qu'au niveau de la qualité subjective, elle est faible. Donc lorsqu'on additionne les deux, ça donne une qualité totale qui est plus la partie subjective, ça donne la qualité totale. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la qualité objective, c'est la conformité aux normes. La qualité subjective, c'est la conformité aux préférences, aux désirs et aux attentes du consommateur. Ça veut dire un produit, tel que par exemple un sac, le sac à main, même s'il est fabriqué par exemple en cuir, en véritable cuir, sa couleur est correcte, attirante peut-être pour certaines personnes. Si par exemple sa forme, si par exemple la forme ne me plaît pas, je vais pas le considérer comme étant un produit de très bonne qualité. Donc ici la qualité objective est respectée en termes de matière première utilisée, en termes de couleur, en termes de solidité, mais la qualité subjective, ça veut dire au niveau de la forme, c'est pas bien conçu, ou bien cette forme ne me plaît pas, ou bien son prix est très élevé. Donc ça donne une qualité subjective faible, ce qui fait que lorsqu'on additionne la qualité objective avec la qualité subjective, on va trouver que la qualité totale n'est pas très élevée. Donc, il est soit d'une qualité moyenne ou d'une faible qualité. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on aborde la qualité, ce n'est pas uniquement le respect des normes au niveau de la fabrication et au niveau du processus de production. C'est aussi la conformité aux besoins, aux désirs, aux préférences et au goût des consommateurs. Les services liés. Ici, je n'ai pas noté les deux types de qualité, mais quand je vous pose une question sur la qualité, il faut parler des deux composantes.
La qualité objective et la qualité subjective. C'est pour cela qu'il faut prendre des notes. La qualité. Oui, dans ce cas-là, lorsqu'on fait l'addition, peut-être qu'on va tomber sur une qualité moyenne, une qualité subjective faible, une qualité objective élevée. Ça donne une qualité totale moyenne. D'accord? La qualité objective, c'est le respect des normes. Ça veut dire la nature des matières premières utilisées. Est-ce que c'est de bonnes matières premières? Est-ce que ces matières premières sont de qualité? J'ai donné le cas du sac. Si on utilise du bon cuir, si on utilise le fil pour coudre le sac, si on utilise un processus de production qui respecte les normes de qualité au niveau de la finition, ça c'est la qualité objective, le respect des normes. La qualité subjective, c'est les goûts et les préférences, la conformité aux goûts et aux préférences et au désir. Est-ce que ça correspond à mon goût? Est-ce que c'est la couleur que je préfère? Est-ce que c'est la forme que je préfère? Peu importe la matière première utilisée. Parfois, il y a des choses et des biens qui sont de mauvaise qualité sur le plan objectif et de très bonne qualité sur le plan subjectif. Les produits chinois, ils sont bien conçus et qui peuvent attirer le consommateur en termes de couleur, en termes de forme, en termes de prix aussi, en termes de prix. Mais lorsqu'on examine la qualité objective, c'est-à-dire les composantes et les matières premières, on trouve que c'est des matières premières qui peuvent même être toxiques et dangereuses pour la santé du consommateur. Donc ici, la qualité subjective est élevée, la qualité objective est faible. Il n'y a pas de qualité nulle, il n'y a pas de qualité objective. Donc les deux, ça donne la qualité totale. Les services liés. Donc les services liés, ce sont l'ensemble des services qui sont attachés au produit. C'est les services qu'on offre avec le produit, tels que les services après-vente, l'installation, la livraison, la garantie, le crédit, l'entretien, la réparation. Les services liés deviennent de plus en plus très importants au niveau de la politique de produits. Parce qu'actuellement, rare et même très rare les biens qui sont offerts sans service. La majorité des biens matériels sont offerts avec un service lié. Que ce soit un service même pour les produits alimentaires. Même pour les produits alimentaires, il y a des services liés. Lorsque, par exemple, vous achetez chez l'épicier du coin, il vous donne la possibilité de crédit, un petit carnet. Donc, il donne la possibilité de crédit. Donc, ça, c'est un service lié. Donc, même pour les produits alimentaires, il y a des services liés. Ce n'est pas uniquement pour les produits dont la valeur est importante, tels que les voitures, les réfrigérateurs, les appartements. Tout ça, on a les services liés, la garantie, on a la possibilité de crédit. D'accord? Mais même pour les produits alimentaires, pour lesquels ce n'est pas obligatoire un service lié. Mais même pour ça, on a les services liés. C'est le service, par exemple, crédit qui est offert par l'épicier du coin. Reste un dernier élément au niveau des éléments constitutifs de la politique produit, c'est le style et le design. Le style et le design. Le style, c'est tout simplement la forme d'un produit.
tant que marketeur, lorsqu'on parle du point de vue marketing, on ne parle pas de la forme. On ne dit pas la forme d'un produit. On dit le style d'un produit. Le style, c'est la forme. Et comme on a l'habitude de parler de la forme dans le langage commun, on n'utilise pas le terme style plus fréquemment, même si on est des marketeurs. C'est-à-dire pour expliquer, on utilise le terme forme pour que tout le monde comprenne. D'accord? Donc le style, c'est la forme d'un produit. Le design, c'est lorsque l'entreprise désire, à travers la forme ou la couleur, transmettre un message. C'est lorsqu'on désire transmettre un message à travers la forme ou à travers la couleur. Donc généralement, on cherche une interaction forme-fonction. Donc ce n'est pas uniquement la forme, mais c'est la fonction qui est liée à cette forme. C'est ça le design. On va donner des exemples pour comprendre, pour bien comprendre. Quelles sont les entreprises qui essaient de communiquer un message à travers la forme de leur produit? C'est-à-dire que la forme n'est pas conçue comme ça, au hasard. On a utilisé cette forme exprès pour quelque chose, pour un autre but. Ce n'est pas uniquement pour la forme, pour faire joli. C'est pour une fonction, parce que ce produit doit remplir une fonction. Pourquoi ils ont conçu la souris sous cette forme? Le style de la souris. C'est pas fait au hasard. Pourquoi c'est pas carré? Pourquoi c'est pas sous forme ronde? Pourquoi une autre forme? Pourquoi cette forme-là? Oui. Si vous remarquez les souris, toutes les souris sont sous cette forme, avec quelques modifications. Il n'y a pas de souris rectangle, ou bien losange, ou souris sous forme ronde. Pour faciliter l'utilisation, parce qu'on a tous, nos mains sont de la même forme, les mains. C'est la même forme. Donc la forme la plus apte pour utiliser, c'est comme ça. On la prend comme ça et on l'utilise. Donc c'est la forme de la main lorsqu'elle est en train d'utiliser la souris. Donc le design ici, on a choisi cette forme. C'est pas pour faire joli. C'est pour... Oui, c'est pour faire joli. On ne va pas choisir une forme qui va apparaître moche, même la couleur. On a choisi cette forme pour faire joli et pour faciliter l'utilisation. Donc c'est étudié. La forme est étudiée. Donc on désire, à travers cette forme, transmettre la facilité d'utilisation du produit. Donc ça c'est un exemple. Deuxième exemple, c'est l'exemple des savons. Les savons. Le savon bombé. Il y a le savon plat et le savon bombé. Non, c'est pas rond. Un savon normal, mais il est bombé, comme ça. Sous forme de la souris. Mais ici, c'est pas plat. C'est bon? Donc un savon bombé, on a choisi cette forme, c'est pas uniquement pour se distinguer de la concurrence ou bien pour faire joli. On a utilisé cette forme pour faciliter la prise en main, ça veut dire lorsqu'on va le prendre, ça ne va pas glisser rapidement. Et lorsqu'on le pose aussi, ça ne glisse pas rapidement, comme le savon plat. Donc c'est pour l'interaction forme
et fonction. Donc à la fois pour se distinguer et pour faire joli, et également pour qu'il se tienne bien lorsqu'on le pose, même s'il est mouillé. C'est bon? La forme des voitures japonaises. Les entreprises de l'automobile, les entreprises japonaises, telles que par exemple Toyota, a choisi une forme bien déterminée. Maintenant, on peut, lorsqu'on donne, ou bien lorsqu'on figure les images de différents types de voitures, on peut repérer facilement sans marque. On repère facilement les voitures japonaises. Elles ont une forme spécifique. Cette forme n'est pas choisie au hasard, elle est choisie pour assurer une certaine fonction. Quelle est cette fonction? C'est l'identité visuelle, pour être détectable et repérable par le consommateur. Une fois qu'il regarde la voiture, il va automatiquement savoir que c'est une voiture japonaise. Le style, le design, le style, c'est un style japonais. C'est la même chose pour les constructions. Lorsqu'on voit les constructions japonaises, on les repère facilement. C'est la même chose pour les voitures. Donc, le design joue un rôle déterminant. Et comme les autres, bien sûr, comme les autres éléments constitutifs de la politique produit, chaque élément constitutif de la politique produit joue un rôle déterminant. C'est la même chose pour le design. Donc le design permet une interaction forme-fonction. Ça veut dire qu'on cherche à travers la forme à assurer une fonction de plus au niveau du produit. D'accord? Il permet une identité visuelle, donc ça permet de créer une identité visuelle. Ça veut dire lorsqu'on regarde le design, on va automatiquement savoir de quel produit il s'agit. Telles que les voitures japonaises. Est-ce que vous avez un autre exemple concernant, lorsqu'on regarde le design, dès qu'on le regarde, on sait très bien de quoi il s'agit. Sans marque, sans indiquer la marque. Le design. Brosse à dents. Oui, les brosses à dents, je crois qu'il y a une brosse à dents, il y en a plusieurs marques. Mais lorsqu'on regarde des brosses à dents, on peut savoir de quoi il s'agit. Est-ce que c'est Oral-B? Est-ce que c'est Colgate? C'est très difficile pour la brosse à dents. Le parfum. Le parfum, c'est surtout la troisième fonction, la justification du prix. Le rôle, c'est le troisième rôle. Là où le design permet de justifier le prix. C'est l'exemple des parfums. Un parfum qui est très cher, ça doit être justifié par son design. Peut-être qu'on a conçu le design sous forme du corps humain, le corps d'une femme, ou un fruit, ou une fleur. Le design est conçu sous cette forme. Donc il y a une grande différence au niveau du prix entre un parfum qui est vendu dans un emballage dont le design est normal, un flacon, et un parfum qui est vendu dans un flacon qui est très sophistiqué, sous la forme d'un corps ou d'une rose ou d'un fruit, etc., etc. Donc ici, ça permet de justifier le prix. Le design choisi, ça permet de justifier le prix, la différence du prix. Pour l'identité visuelle, lorsqu'on regarde la forme du produit, on va savoir automatiquement de quel produit il s'agit.
Les iPhones. Oui, mais il y a plusieurs marques au niveau des iPhones. Mercedes. C'est comme si vous dites, je peux repérer les PC portables. Oui, les PC portables, il y a plusieurs marques. Est-ce que vous pouvez, à travers le design, repérer de quelle marque il s'agit? Non. Ça, c'est pas la réponse à la question que j'ai posée. Est-ce que, à travers le design, vous pouvez repérer un produit? Lorsque j'ai dit les voitures japonaises, il y a les voitures japonaises et les autres voitures. Les voitures françaises, américaines, etc., etc. En regardant les différentes formes de voitures, je peux dire est-ce qu'il s'agit d'une voiture japonaise ou non, à travers le design. Est-ce qu'il y a un autre exemple? Oui. Les stylos Bic. La forme, pas la couleur, pas l'emballage. À travers la forme, je peux repérer les stylos Bic. Donc ça, c'est une identité visuelle. Ça crée une identité visuelle. D'accord? Les drapeaux, c'est pas un produit. Tout d'abord, c'est pas la forme, parce que les drapeaux ont la même forme. C'est du tissu qui est attaché à un support. Les drapeaux se distinguent par rapport au contenu, c'est-à-dire la couleur et bien sûr la façon, le style. Le style, c'est pas dans le sens de la forme. C'est-à-dire les dessins, les dessins, les couleurs utilisées, etc., etc. Donc, c'est pas un bon exemple. Est-ce que vous avez un autre exemple? Non? Lorsqu'on regarde le produit, on peut savoir, d'après la forme de quoi, de quel produit il s'agit. Le pot, oui, Nutella, mais si on enlève l'emballage à travers la forme du pot, le pot de Nutella, on peut faire la différence entre les différents pots des autres marques. Ça dépend s'il s'agit du verre, le petit verre de Nutella, on peut faire la distinction avec les autres marques. Parce que la forme du verre est différente. Mais pour les pots, c'est un peu difficile. On ne peut pas faire la différence. Les sacs à main de quelle marque? Oui, on peut. Il y a des marques qui conçoivent des formes spécifiques. On peut faire la différence. C'est-à-dire pour quelqu'un qui s'y connaît, il peut repérer, bien sûr, la marque ou l'entreprise qui a produit, bien sûr, ce produit. C'était bien sûr le dernier point au niveau de la politique produit. Et on passe à la politique de prix. Automatiquement, la deuxième variable. Lorsqu'on utilise, tout d'abord lorsqu'il n'y a pas un élément de différenciation entre deux produits. Il n'y a pas de différence entre les deux produits. Lorsqu'on prend le parfum, c'est le même parfum. Pas de différence entre les produits. Je parle du même produit. Pas
couleur parce qu'on est la même marque. C'est la même marque qu'on utilise. On utilise la même couleur. Mais pour différencier entre un produit, notre produit, on veut vendre une catégorie aux gens qui appartiennent à la classe moyenne et une catégorie aux gens qui appartiennent à la classe supérieure. D'accord? Parfois, on joue sur le design, uniquement sur le design. Donc, on ne va pas vendre le produit avec deux prix différents, avec le même emballage, même couleur, même contenu, c'est-à-dire le produit est le même. Donc, si on met aussi le design le même, donc on doit mettre le même prix. Mais nous, on veut un produit destiné aux gens de classe moyenne et un autre destiné aux gens qui ont de l'argent. C'est-à-dire avec un prix supérieur. Donc on peut changer le design. Pour le premier, on va mettre par exemple un flacon normal. Pour le deuxième, on va mettre une forme sophistiquée. J'ai dit la forme, on a des flacons sous forme du corps d'une femme, ou sous forme d'une fleur, ou une autre forme. Donc une forme sophistiquée ou bien un design sophistiqué. Dans ce cas-là, la différence du prix va être justifiée par la différence du design. C'est bon? Donc le design permet de justifier le prix. Donc qu'est-ce qu'un prix? Tout d'abord la définition. Donc lorsqu'on parle de la politique de prix, tout d'abord il faut signaler que le prix c'est la seule composante qui ne pousse pas l'entreprise à dépenser de l'argent. Au contraire, le prix, ça engendre des recettes pour l'entreprise. Lorsqu'elle fixe un prix, elle va vendre avec ce prix-là, elle va recevoir de l'argent. Mais lorsqu'elle fabrique le produit, que ce soit l'achat des matières premières, la conception du design, la conception de l'emballage, la fabrication ou bien la mise en place d'une certaine qualité, tout ça, ça demande de l'argent de la part de l'entreprise. Elle doit dépenser de l'argent. Quand elle veut communiquer, elle va payer la publicité. Elle va dépenser aussi de l'argent. Quand elle va distribuer son produit, elle va payer le distributeur qui distribue son produit. Mais quand on parle de la politique prix, elle va encaisser l'argent parce qu'elle va vendre son produit contre une somme d'argent. Donc le prix, c'est un montant en argent qu'il est nécessaire de débourser, ça du point de vue consommateur. Je parle du point de vue consommateur parce que c'est le consommateur qui débourse, qui paye. L'entreprise reçoit de l'argent. Donc c'est le montant en argent qu'il est nécessaire de débourser pour obtenir une certaine combinaison de produits et de services à satisfaire un besoin exprimé par un groupe de consommateurs situé dans un cadre physique et psychique donné. Donc c'est une somme d'argent que l'entreprise va recevoir en contrepartie de la vente de son produit. Pour le consommateur, c'est une somme d'argent qu'il va débourser, bien qu'il va supporter, qu'il va payer, en contrepartie des biens qui permettront de satisfaire ses besoins. Bien sûr, débourser une somme d'argent, la débourser bien sûr dans un état psychique et physique donné. Toujours de l'état physique et psychique, on est surtout l'état psychique parce que le consommateur, quand il essaie de satisfaire ses besoins en déboursant une somme d'argent, il ressent quelque chose.
il y a des gens qui vont ressentir la satisfaction, ils sont contents d'acheter un produit. Donc, même s'ils déboursent cette somme d'argent, ils vont se sentir contents parce qu'ils ont satisfait leurs besoins. Il y a des gens qui vont se sentir frustrés parce qu'ils ont dépensé de l'argent, donc ils vont sentir la frustration plus que la satisfaction parce qu'ils ont dépensé une somme d'argent. Donc ça dépend de la nature de chaque personne. Comme il y a les avares, il y a les rationnels, il y a... c'est la même chose. Donc le sentiment va dépendre de chaque personne. Pour l'achat d'un même bien, pour la même somme d'argent. Donc chacun va se sentir différemment des autres. Donc l'état physique, ça veut dire l'état physique, ça veut dire est-ce qu'il va se déplacer vers le distributeur ou bien c'est le distributeur qui va venir chez lui. Lorsqu'on achète à Magin, on se déplace au centre de distribution. Mais tant qu'on fait une commande sur Internet, c'est le distributeur qui vient, la livraison, c'est à domicile. Donc c'est l'état physique. Est-ce qu'on se déplace vers le distributeur ou bien c'est le distributeur qui vient chez nous? Et dans ce cas-là, le cadre physique diffère d'une situation à une autre. Et donc pour les deux cas, on paie une somme d'argent. Que ce soit dans la première situation, ça veut dire qu'on se déplace vers le centre de distribution, ou bien lorsque on est livré à domicile, on paie une somme d'argent. Donc une somme d'argent, bien sûr, plus les frais de livraison. Pour fixer le prix, l'entreprise recourt à des méthodes. Généralement, l'entreprise recourt à 3 méthodes. La fixation des prix à partir des coûts. La deuxième méthode, c'est à partir de la demande. Et la troisième méthode, c'est à partir de la concurrence. La fixation du prix à partir des coûts, c'est la méthode la plus ancienne, c'est la méthode la plus simple. Et ça consiste à calculer le coût de revient. Donc le prix de vente, c'est le coût de revient plus une marge bénéficiaire. Comment on calcule le prix de revient? Vous avez déjà étudié la comptabilité analytique. Coût de revient. Oui, le coût de production, plus le coût de distribution, plus les frais liés à la consommation, par exemple. Matière première. L'achat des matières premières, c'est le coût de production. Ça entre dans le coût de production. Les frais de distribution. Vous êtes entré dans le cadre de la fiscalité. On inclut ça dans le coût de revient? Non, les autres. La comptabilité analytique, vous l'avez étudié en quel semestre? Ce semestre. Comment on calcule le prix de revient? Pardon, le coût de revient. Si vous payez une personne. Une personne. Ouais. Ah non, mais c'est
le coût de production fabriqué. ترى الجوج فيهم اسمه Coût de production plus le coût de distribution. Donc ça, c'est en termes de comptabilité analytique. Qu'est-ce qu'on trouve dans le coût de production? Achat de matières premières, charge directe, charge indirecte, autre charge. Les coûts de distribution, qu'est-ce qu'on trouve dans les coûts de distribution? Oui, charge directe, mais liée à quoi? Le transport, les ventes. Donc les coûts de distribution, c'est les frais de transport. الكود برودكسيون راه فيه جوج La publicité, c'est pas la distribution. Les coûts de commercialisation. Donc le coût de revient, c'est le coût de production plus le coût de commercialisation qui englobe la distribution et la communication. C'est bon? Au niveau marketing, le coût de revient, c'est le coût de production plus les coûts marketing. Tous les coûts marketing, ce n'est pas uniquement les coûts de distribution ou de communication. Parce que le marketing, ce n'est pas uniquement le coût de distribution et de communication. Ça englobe tous les coûts, même les coûts des études de marché. Même les coûts qu'on a supportés, ou bien les charges qu'on a supportées au niveau des études de marché, ça entre dans le cadre du coût de revient. Donc tous les coûts marketing. C'est ça le coût de revient. Lorsqu'on calcule tous les coûts de production et de marketing, on ajoute une marge bénéficiaire et on obtient le prix de vente. Donc chaque entreprise va ajouter une marge bénéficiaire bien déterminée. D'accord? Ça, c'est la première méthode. Vous voyez que c'est une méthode qui est simple. On calcule le coût de production, on calcule le coût de revient, et on ajoute une marge bénéficiaire, on obtient le prix de vente. Quel est l'avantage de cette méthode? La méthode du calcul du prix à partir des coûts. Quel est l'avantage? La simplicité, c'est une méthode qui est simple. Quoi encore? C'est une méthode qui est raisonnable dans la mesure où on peut tenir compte des coûts. Ça veut dire que l'entreprise est sûre de couvrir les coûts et de gagner une partie. D'accord? L'inconvénient de cette méthode, lorsqu'on calcule à partir des coûts, on ignore une composante essentielle. C'est le consommateur, le point de vue du consommateur. Quel est le point de vue du consommateur? Est-ce qu'il va trouver ce prix-là très cher ou bien très bas ou comment? Donc il néglige le point de vue du consommateur, ça veut dire qu'il néglige la demande. C'est ça son inconvénient. L'inconvénient de la première méthode. Quoi encore? Quel est l'inconvénient de la première méthode? Ou bien quels sont les inconvénients de la première méthode? La fixation des prix à partir des coûts. Elle néglige la demande et elle néglige la concurrence. Parce que l'entreprise doit prendre en considération la concurrence. Je ne peux pas être concurrente avec une entreprise. Je produis concurrente, ça veut dire que je produis la même catégorie de biens. Je ne peux pas fixer un prix qui est très élevé alors que la concurrence fixe un prix qui est bas.
clients vont se déplacer vers la concurrence parce que c'est le même produit. Lorsque les coûts augmentent, le prix augmente, non. Lorsque le coût, pour la méthode de fixation du prix à partir des coûts, lorsque le coût baisse, le prix va baisser. Pourquoi? Parce que le prix est déterminé en fonction du coût plus la marge bénéficiaire. Supposons que la marge bénéficiaire reste la même. On veut une marge bénéficiaire. Si le coût baisse, donc le prix va baisser. Si le coût augmente, le prix va augmenter. Et le coût baisse dans le cas des économies d'échelle. Lorsque dans le cas, si le coût augmente, donc le prix va augmenter. Quel est l'inconvénient, les autres inconvénients de cette méthode? Premier inconvénient, c'est qu'elle ne tient pas compte de la demande, qui est une composante essentielle du marché. Deuxième composante, ou bien deuxième inconvénient, elle ne tient pas compte de la concurrence. Donc on risque d'être rejeté par celle-ci, par la concurrence. Si la concurrence pratique un prix qui est inférieur au nôtre. La deuxième méthode, c'est la fixation des prix à partir de la demande. Et dans ce cas, il faut tenir compte de deux éléments. L'élasticité de la demande et le prix psychologique. Lorsque je veux tenir compte de la demande, la deuxième méthode, parce que les entreprises ont réalisé que la première méthode n'est pas tellement efficace. Calculer le prix à partir des coûts, ça peut ne pas être efficace. Donc il faut tenir compte de la demande, la vie du consommateur. Pour tenir compte de la demande, on doit recourir à deux éléments, l'élasticité de la demande et le prix psychologique. Donc il faut expliquer ce que ça veut dire l'élasticité de la demande. L'élasticité de la demande, ça veut dire mesurer la sensibilité de la demande. On ne peut pas fixer le prix comme ça, dans l'absolu, sans tenir compte de la sensibilité de la demande. La sensibilité, ça veut dire la sensibilité par rapport au prix. Il y a des biens pour lesquels la demande est très sensible par rapport au prix. Ça veut dire, lorsqu'on augmente le prix, la demande chute. Lorsqu'on diminue un petit peu le prix, la demande augmente. Ça, c'est une sensibilité. La demande est sensible. Il y a des biens pour lesquels il n'y a pas de sensibilité. Quand on augmente le prix ou qu'on baisse les prix, la demande reste presque la même si elle diminue ou bien elle augmente avec une petite quantité. C'est le cas des produits de première nécessité. Même si on augmente le prix du lait ou bien du pain, de la farine, la demande reste presque la même. Parce que les gens ne vont pas diminuer la quantité consommée des produits de première nécessité. Même s'ils diminuent, ils diminuent avec une petite quantité. Donc le prix ne doit pas être fixé comme ça. On doit tenir compte de la sensibilité de cette demande. Pour la demande qui est sensible, il faut toujours veiller à fixer un prix qui est un peu bas pour faire augmenter rapidement la demande. D'accord? Pour les produits qui ne sont pas sensibles, ça veut dire la demande n'est pas sensible, on est libre. Donc c'est mieux
sensible, mais pas sensible. Donc l'élasticité de la demande, c'est l'élasticité que vous avez étudiée en économie. Donc comment vous l'avez calculée, l'élasticité de la demande? C'est la variation de la demande sur la variation du prix multipliée par le prix sur la demande. D'accord? Donc la variation de la demande sur la variation du prix multipliée par le prix sur la demande. Comment elle est interprétée? Comment vous avez interprété cette élasticité? Tout d'abord, l'élasticité en valeur absolue, c'est ça? Donc en valeur absolue, une élasticité qui est égale je n'ai pas encore défini la valeur de l'élasticité en valeur absolue. Lorsque l'élasticité en valeur absolue égale à 0 par exemple, ça signifie quoi? L'élasticité est nulle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la demande inélastique ou rigide. Ça signifie quoi une demande inélastique ou rigide? C'est vrai qu'on n'est pas dans la séance de la microéconomie, mais c'est des éléments essentiels parce que c'est lié. On a dit que le marketing, c'est une discipline qui emprunte les techniques et les outils aux autres disciplines. Donc, pour la fixation du prix, elle a emprunté à la microéconomie la notion de l'élasticité. Donc, l'élasticité en valeur absolue égale à 0, c'est une demande rigide ou inélastique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la demande ne dépend pas du prix. Non, on peut l'augmenter parce que l'objectif ici, c'est d'examiner la demande, c'est pas le prix. On dit la demande n'est pas sensible, la demande rigide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on augmente le prix ou qu'on le diminue, la demande reste la même. Elle est rigide, elle est inélastique. À votre avis, dans ce cas-là, si on cherche l'intérêt de l'entreprise, qu'est-ce qu'on doit faire au niveau du prix? On doit augmenter le prix parce que la demande va rester la même. Si on augmente le prix, la recette totale va augmenter. Parce que la recette totale, c'est le prix multiplié par la quantité. D'accord? La quantité est la même. Pour augmenter la recette totale, on augmente le prix. Si on diminue le prix, la recette totale va diminuer. Donc, ce n'est pas bien pour l'entreprise. Parce que son profit va diminuer. Parce que le profit, c'est la recette totale moins le coût total. Deuxième situation, lorsque l'élasticité en valeur absolue est comprise entre 0 et 1. Je parle de la valeur absolue. Faiblement élastique, ça veut dire que la demande est faiblement élastique. Ça veut dire quoi, faiblement élastique? Là, on examine le rythme. Le rythme de l'augmentation ou bien de la diminution. Une demande faiblement élastique, qu'est-ce que ça veut dire? Entre 0 et 1. Une demande faiblement élastique, lorsque la valeur absolue de l'élasticité est comprise entre 0 et 1. La demande est faiblement élastique. Ça veut dire quoi, une demande faiblement élastique? Oui. Ça veut dire que la variation du prix et la variation de la demande ne s'effectuent pas avec le même rythme.
fait varier le prix, que ce soit vers la hausse ou vers la baisse. Avec par exemple 1%, La demande va aller au ou sens bien inverse. le prix a varié avec 4%. De combien la demande va varier? Combien pour cent? Dans le cas d'une demande faiblement élastique. 4%. Pas de 4%. C'est une demande faiblement élastique. Elle va varier avec une valeur inférieure à 4%. Ça peut être 3%, ça peut être 3,5%, ça peut être 2%, ça peut être 1, ça peut être 1,5, ça peut être 0,5, mais entre 0 et 4. C'est ça la demande faiblement élastique. Ça veut dire que lorsqu'on augmente le prix, la demande va diminuer d'une proportion inférieure à la proportion de l'augmentation du prix. Lorsqu'on va diminuer le prix, la demande va augmenter d'une proportion inférieure à l'augmentation du prix. Vous avez compris? Et c'est le cas des biens de première nécessité. Quand le prix de la farine augmente, c'est vrai que la consommation ne va pas rester la même. Je vais diminuer un petit peu. Je vais veiller à ne pas gaspiller. Si auparavant je gaspillais, bien sûr, au niveau de l'utilisation, je peux gaspiller. Je peux par exemple utiliser la farine et il reste une petite quantité, je la jette. Je peux aussi jeter le pain. Quand il reste, après avoir mangé, je peux jeter. Mais lorsque le prix augmente, ce gaspillage va être éliminé. Et donc, je vais réduire la quantité consommée. Ce n'est pas la quantité que je consomme qui est réduite, parce que c'est un bien de première nécessité. Si je le prenais au déjeuner, au petit déjeuner et au dîner, je vais continuer à faire la même chose. Mais la quantité consommée va diminuer légèrement. D'accord? C'est ça la demande faiblement élastique. Ça va diminuer parce qu'il y a la loi générale de la demande, la variation en sens inverse. Le prix augmente, je vais rationaliser la consommation, la quantité va diminuer un petit peu. Ce n'est pas une demande rigide. Par exemple, pour les médicaments, la demande est rigide lorsqu'on est malade. On ne va pas réduire la quantité consommée des médicaments, surtout les antibiotiques. On ne va pas guérir. Donc, c'est une demande rigide. Que le prix augmente ou baisse, on achète la même quantité, on prend la même quantité. Mais pour les produits de première nécessité, il y a une légère diminution. Lorsque le prix augmente, il y a une légère diminution. Lorsque le prix diminue, il y a une légère augmentation de la quantité consommée. D'accord? Mais une légère augmentation. Pour les biens normaux, c'est différent. Quand un bien normal, quand le prix d'un bien normal augmente, qu'est-ce qu'on fait? La demande baisse, on n'achète pas. Ce n'est pas un produit de première nécessité. On peut renoncer à l'achat et on attend jusqu'à ce que le prix diminue. À ce moment-là, on va acheter et stocker. D'accord? Donc pour le bien normal, la demande est généralement une demande élastique. Et ça, c'est le cas où l'élasticité, en valeur absolue, la valeur supérieure à 1. Supérieure à 1. J'espère que vous avez noté tout ça.
Donc lorsque la valeur absolue est supérieure, lorsque l'élasticité en valeur absolue est supérieure à 1, ça donne une demande élastique. Qu'est-ce qu'il convient de faire au niveau du prix? L'entreprise, elle va fixer quel prix? Un prix élevé, un prix moyen, un prix bas. Elle doit pratiquer un prix bas. Elle doit diminuer le prix. Pourquoi diminuer le prix? On a dit une demande sensible. On a dit qu'il s'agit d'une demande sensible. Ça veut dire si on augmente le prix ou on diminue le prix de 1%, la demande va augmenter ou diminuer de 2, 3, 4, 5%, supérieur à 1%. Dans ce cas-là, est-ce qu'on a intérêt à augmenter le prix ou à diminuer le prix? Pour augmenter le profit, diminuer le prix. Diminuer le prix pour augmenter la recette totale et donc pour augmenter le profit. Donc on a examiné les 3 cas pour lesquels il faut fixer le prix en se basant sur la sensibilité de la demande. Donc je récapitule. L'entreprise détermine le prix à partir de l'élasticité. Donc elle fixe, elle va diminuer son prix lorsque la demande est élastique. Ça veut dire l'élasticité en valeur absolue est supérieure à 1. L'entreprise va augmenter le prix lorsque la demande est inélastique, d'accord? Inélastique ou faiblement élastique. Elle va augmenter son prix. Pourquoi? Parce que la demande ne réagit pas. Donc pour que l'entreprise augmente son profit, elle doit augmenter sa recette totale, donc elle doit augmenter le prix. Et dans ce cas-là, l'élasticité en valeur absolue, elle est égale à 0 ou comprise entre 0 et 1. Égale à 0 ou comprise entre 0 et 1. Il y a un cas dans lequel la demande est isoélastique. Ça veut dire en valeur absolue, l'élasticité est égale à 1. Ça veut dire quoi? Isoélastique. Ça, c'est un cas qui est très rare. C'est difficile de trouver des biens qui sont dans la demande isoélastique. Vous l'avez étudié, isoélastique. Vous ne pouvez pas l'étudier parce que ça fait partie de l'élasticité. Ça veut dire que la variation de la demande se fait proportionnellement à la variation du prix. Lorsqu'on augmente le prix de 1%, la demande diminue de 1%. Lorsqu'on diminue le prix de 2%, la demande augmente de 1%. Lorsqu'on augmente le prix de 3%, la demande diminue de 3%. Donc c'est isoélastique. J'ai dit que c'est difficile de trouver des biens de ce genre. Ça veut dire dans la demande est isoélastique. Elle varie proportionnellement à la variation du prix. La deuxième notion, c'est la notion du prix psychologique. Donc ça demande un peu de temps et on va laisser ça la semaine prochaine.